12h35, bienvenue à Point de vue. Nous parlons du débat suscité par la question de la criminalisation du viol et de la pédophilie au lendemain de la sortie du monde judiciaire sur les difficultés et les limites et les difficultés d'application de cette loi. Et pour en parler, nous sommes avec Maître Abdoulaye Babou, avocat à la Cour. Maître, bonjour. Bonjour Souleymane. Maître Assane Dioma Ndiaye est également en direct avec nous au téléphone. Il est avocat à la Cour et président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Maître Assane Dioma Ndiaye, bonjour. Bonjour. D'abord, Maître Abdoulaye Babou, au lendemain de faits sociaux extrêmement graves ces derniers mois, dernières années, et à la faveur de la mobilisation de la société civile, le pouvoir exécutif, à travers le gouvernement, a déposé une loi qui a été votée à l'unanimité et par acclamation par le pouvoir législatif à l'Assemblée nationale. Donc, mais le pouvoir judiciaire ne semble pas partager le même enthousiasme que tout le reste de notre société quant à cette criminalisation du viol et de la pédophilie. Pour parler trivialement, Maître Abdoulaye Babou, quel est le problème du pouvoir judiciaire, enfin de la justice, des acteurs de la justice, par rapport à cette criminalisation du viol et de la pédophilie, d'après vous? D'abord, un bonjour très spécial à votre auditeur, à vos auditeurs, et surtout à mon confrère et ami, Assane Dioma Ndiaye. Relativement à ce problème, moi je crois qu'il faut mettre les choses à l'endroit. Cette loi est la bienvenue. Elle est même venue tardivement. Pour cela, il faut savoir comparer. Dans l'ancien droit, dans notre droit positif, relativement au viol et à la pédophilie, mais ces affaires étaient bâclées devant les tribunaux. Moi, là où je suis, Assane le confirmera, dans la région de Diourbel, je me suis spécialisé dans la défense des victimes de viol, et gratuitement. Gratuitement, je dis bien, je défends les femmes victimes de viol. Or, ce que j'ai constaté, c'est que les affaires de viol étaient appelées en flagrant délit. À la va-vite, on n'a pas le temps d'aller au fond des débats. Et tout le monde sait que le plus souvent, c'est très compliqué parce que c'est une affaire de famille. En 2 temps, 3 mouvements, le juge ne trouve pas d'éléments suffisants pour condamner. Qu'est-ce qui s'ensuit? C'est la relaxe. Tout, comme l'a souligné le président de l'UMS, il y avait beaucoup de relaxe, faute de preuves. Mais aujourd'hui, il y a un palliatif. La loi qui criminalise le viol et la pédophilie en fait un crime. Et quand il y a crime, obligatoirement, il y a instruction. Le juge d'instruction est obligé d'ouvrir une information, mais le juge d'instruction a le temps. D'abord, en matière criminelle, il n'est pas tenu par le temps. Son instruction peut durer 2 ans, 3 ans. Il a le temps d'interroger tout le monde, toute la fratrie, tous les témoins, et en même temps de se faire une idée. Et comme on dit dans notre jargon, quand le juge d'instruction a des charges suffisantes contre un présumé accusé, il l'envoie à la chambre criminelle. Je vous dis que rarement en chambre criminelle, il y a des acquittements. Pourquoi? Parce qu'on a eu le temps de faire une enquête exhaustive. Ce qui n'était pas le cas, je termine sur cette phrase, ce qui n'était pas le cas avant. Donc la nouvelle loi a pallié, comme on dit, enlève ces incohérences, et c'est sûr que ceux qui seront envoyés en chambre criminelle, s'il y a des charges suffisantes, seront condamnés à des peines criminelles. Donc il faut saluer cette loi. Très bien. Maître Assane Dioma Ndiaye, justement, Maître Abdoulaye Babou l'évoquait tout à l'heure, c'est bien cela, les réserves, justement, de ce qui interroge cette criminalisation du viol, c'est le risque d'engorgement des cabinets d'instruction et éventuellement les détentions
préventive dans des délais qui ne seraient pas raisonnables. Quel est votre point de vue sur cette question-là? Voilà, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous vos auditeurs et bonjour à mon grand frère, Maître Babou, avec qui nous partageons évidemment la défense de beaucoup de causes, notamment dans la région de Diourbel. C'est vrai, il a raison de dire que c'est une loi salutaire. Et moi, je ne suis pas d'accord qu'on mette en avant les insuffisances de l'État pour critiquer une loi. L'État doit avoir les moyens de sa politique. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas suffisamment de cabinets d'instruction. Il y aurait forcément des détentions provisoires, des longues détentions, mais justement, il appartient à l'État de faire en sorte que les droits fondamentaux des personnes soient garantis. En cela, l'État doit mettre en place des moyens suffisants de nature à répondre à sa politique criminelle. Donc, l'État ne peut pas voter des lois et dire en même temps que je n'ai pas les moyens de la mise en œuvre de cette loi. De ce point de vue, je pense que cette critique ne me paraît pas plausible. Par contre, je pense que l'un des enjeux, ou les deux enjeux de cette réforme, étaient d'abord, premièrement, comment concilier une aggravation des peines et une efficacité répressive. Et là, on peut se poser des questions. Est-ce que juger une affaire 3 ans après que les faits se soient commis, est-ce que cela répond à un souci d'efficacité? C'est une bonne question. La deuxième question également, comment prendre en compte les spécificités d'une infraction comme le viol qui entraîne des stress post-traumatiques? La victime a besoin d'avoir rapidement une solution, de connaître ses bourreaux, de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé et au besoin d'exorciser son traumatisme. Or, s'il y a un décalage trop important entre le jour des faits et le jour du dénouement, ou en tout cas de l'épilogue, évidemment, la victime sera dans une période d'incertitude, d'une solitude, une période de solitude où, évidemment, elle risque de connaître un second viol. D'abord, elle est violée et ensuite, elle est dans l'incertitude quant à la solution de son problème. Et de ce point de vue, je pense que là où il aurait fallu davantage de discussions, associer tous les praticiens, tous les experts, c'était de voir comment, évidemment, aller vers une aggravation dans un souci de dissuasion, mais faire en sorte que l'efficacité répressive et la prise en charge psychothérapie des victimes soient effectives. Je crois que c'est sous cet angle que cette réforme a un peu péché. Mais Maître Hassan Diomandiaye, je reste avec vous. J'entends bien votre réponse s'agissant de l'obligation de l'État de mettre en place des mécanismes pour atténuer un peu les limites éventuelles de l'application de cette loi, notamment au niveau de la procédure pénale. Mais l'autre réserve soulevée, c'est l'absence de moyens techniques suffisants pour asseoir la culpabilité éventuellement des violeurs. Est-ce que c'est la même réponse que vous apportez? Mais bien entendu, on vous dira que nous sommes un pays sous-développé, mais ce langage ne peut plus exonératoire, ne peut plus tenir. On doit équiper aujourd'hui les commissariats de moyens modernes, mettre à la disposition des moyens de détection. On doit rendre gratuit en tout cas, les analyses biologiques, les analyses ADN, les tests ADN, on doit les rendre gratuits. On doit faire en sorte que la médecine, la science puisse être au service de la justice. Si on n'arrive pas à réussir ce pari, c'est que nous ne sommes pas capables aujourd'hui de répondre aux exigences de ce monde nouveau. Donc aujourd'hui, dire qu'on n'a pas les moyens techniques, parce qu'on n'a pas les moyens de faire des tests ADN, on n'a pas des moyens de faire des analyses, de former les enquêteurs à des sciences psychothérapiques, à des sciences de psychologie, de connaissance de la victime, donc d'exorcisation des traumatismes, c'est qu'on n'a pas les moyens de notre politique. Et d'autre part, aujourd'hui, il y a énormément de jeunes diplômés aujourd'hui qui aspirent à être magistrats, qui aspirent à être avocats. Pourquoi ne recruteront pas suffisamment de magistrats pour ouvrir autant de cabinets d'instruction que possible pour permettre de prendre en charge ces cas qui nécessiteront forcément une information? Pourquoi ne feront-on de sorte que la détention provisoire soit limitée à 1 an, à 6 mois, pour qu'il n'y ait pas de détention de longue détention provisoire? Donc aujourd'hui, on a les moyens de faire face. Mais maintenant, comme je l'ai dit, est-ce que la réflexion a été suffisamment éprouvée
pour parvenir à concilier évidemment cette aggravation de la peine et une efficacité répressive. Je crois que le réel problème se situe à ce niveau de mon point de vue. Sur cette question, Maître Abdoulaye Babou, une autre objection qui est soulevée, c'est le fait que beaucoup de personnes qui sont accusées de viol le sont à tort. Si on allonge les délais de traitement justement des cas de viol, c'est d'autant plus d'injustice par rapport à ces personnes qui ne seraient pas coupables in fine. Et cela serait établi par effectivement la chambre criminelle, le jugement devant une chambre criminelle. Je regrette, Souleymane, je ne suis pas de cet avis. Bien au contraire, cette nouvelle loi ne donne aucune chance aux violeurs. Aucune chance. N'est-ce pas qu'on avait dit tout de suite qu'avant, il y avait des relax. Non, maintenant il n'y en aura plus. Parce que désormais, le juge d'instruction est saisi, obligatoirement en matière criminelle. Mais il a le temps de faire une enquête sans être lié par le temps. Mais il y a mieux. Le juge d'instruction renvoie un accusé devant la chambre criminelle quand il a suffisamment de charges, comme on dit. Et devant la chambre, les charges se transforment en preuves. Je vous l'ai dit et je le répète, rarement devant les chambres criminelles, il y a acquittement. Pourquoi? Parce que l'enquête est bien faite. Or, avec l'ancien dispositif, l'enquête n'était pas bien faite. On allait rapidement, précipitamment. Donc, les violeurs coupables passaient entre les mailles du filet. Eh bien, avec cette nouvelle loi, ce ne sera plus possible. Enfin, reconnaissons que l'État du Sénégal a fait des efforts. D'abord, en rendant permanentes les chambres criminelles. Vous vous souvenez, les cours d'assises, avant ça se tenait 1 an, 2 ans. Non. Aujourd'hui, c'est en permanence que ces chambres criminelles existent. Donc, les dossiers sont vidés. C'est un effort louable de l'État du Sénégal. Il y a mieux. Il y a aussi beaucoup de juges. Qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup de juges. L'État du Sénégal fait des efforts énormes pour recruter des magistrats. Si, je crois, un pourcentage était permis, les jeunes magistrats sont beaucoup plus nombreux que les anciens. Moi j'ai 35 ans de barre. Mais les magistrats qui sont en place sont mes enfants. Ils sont mes enfants, comme exactement ma fille qui est avocate. Donc, ça veut dire qu'il y a des efforts de rajeunissement et ils sont très bien formés. Donc, on est sur la bonne voie tant qu'on minimise les possibilités de ne pas laisser libre des criminels. C'est une très bonne chose et cette loi pallie alors ces errements avant. Donc, ce n'est que justice. Et nous nous en félicitons. Alors, deux questions rapides pour rendre l'antenne. Une question technique. On parle de viol et on a tendance à penser qu'il n'y a viol que quand il y a conjonction sexuelle. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la définition légale, disons, du viol pour que nul n'en ignore? C'est très clair. Naturellement, la conjonction sexuelle existe. Mais attention, on peut violer quelqu'un en utilisant, par exemple... un objet. Un objet. Donc, c'est toute pénétration contre la volonté... Toute pénétration sexuelle. Et ensuite, on ajoute sans le consentement. Sans le consentement. C'est ça. Donc, on peut violer quelqu'un en utilisant alors quelque chose, une arme contendante ou quelque chose en tout cas, autre que le sexe. Mais que ça ne soit pas consensuel, que ça ne soit pas, du moins, ça ne relève pas de son consentement. Très important de le préciser parce que beaucoup ignorent cette subtilité du droit sénégalais. Maître Assane Dioma Ndiaye, deux questions rapides. Premièrement, on met le focus sur le viol alors que c'est une loi criminalisant autant le viol que la pédophilie. Est-ce que la pédophilie fait un peu les frais de ce débat qui est concentré sur le viol? Deuxièmement, une question sur le contexte de l'adoption de cette loi. Les gens, certains en tout cas, pensent que c'est sous la pression d'organisations de défense des droits de la femme et qu'une loi ne devrait pas être adoptée dans ces circonstances-là. Sur ces deux points, quelle est votre religion? Souleymane, sur cette dernière question, toutes les lois sont les fruits ou le fruit d'un contexte. La politique criminelle s'adapte
à un phénomène criminogène, ou en tout cas, ça c'est normal. Maintenant, est-ce que le débat a été suffisamment éprouvé? C'est là le problème. Est-ce qu'il y a suffisamment de concertation? Mais la loi, elle ne peut pas arriver ex nihilo. Donc, elle est le fruit d'une adaptation de la loi à un contexte criminogène déterminé. Donc, de ce point de vue, je crois que c'est un mauvais procès. L'autre chose sur laquelle je voudrais insister, Souleymane, puisque vous êtes dans le domaine technique, c'est qu'en matière de consentement, on a l'habitude de dire qu'au-delà de 13 ans, entre 13 et 18 ans, la mineure peut consentir à des rapports sexuels, mais à condition que celui qui est présumé n'avait pas une autorité morale. Une autorité morale, vous comprenez ce que je veux dire, c'est la personne. Donc c'est des questions un peu techniques sur lesquelles je pense que les Sénégalais doivent faire attention. Il est vrai qu'en deçà de 13 ans, il n'y a pas de consentement, mais au-delà, la solution appartient aux experts. Maintenant, je pense que de façon globale, les juges savent comment appliquer les lois. Maintenant, vous avez posé une autre question. Est-ce que le fait de détenir quelqu'un pendant 3 ans et de dire que vous n'avez rien fait, c'est-à-dire, c'est un des revers de la criminalisation. Les longues détentions peuvent causer des préjudices irréparables. Mais si on limitait la détention provisoire, évidemment, cela éviterait de garder une personne aussi longtemps alors que cette personne n'a rien fait. Donc, on a les solutions techniques, mais à condition qu'on mette à contribution les sachants. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce point de vue à 12h51. C'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer et à vous la présenter. À 13h, retrouvez El Hadj Hassan Gueye pour la grande édition en Wolof. D'ici là, je vous souhaite une excellente suite des programmes. Avec dès à présent, Allo Présidence, excellent après-midi, au revoir. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen benn waxtu ci studio Eva Mbaye bismillah ci xibaar yi.